Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui donc, pour un live métier. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, depuis décembre, qu'on ne s'était pas vu. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bonne année aussi. On n'a pas eu l'occasion de se dire. Et puis, meilleurs vœux pour cette année. On espère qu'elle sera meilleure que l'année dernière. C'est ce qu'on entend depuis le début du mois. Pour ce premier live métier du coup de 2021, on est accompagné aujourd'hui d'Elisabeth. Donc, Bonjour heureuse à tous. Elisabeth. Donc c'est moi du Comme on coup dit, qui vais remonter toutes vos questions dans le chat, donc directement à Julie. Donc pensez à bien vous renommer pour que je puisse citer vos prénoms quand vous posez la question. exactement. Et puis, si jamais aussi vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire aussi à Elisabeth et elle trouve toujours des solutions pour ça. Et puis, surtout, aujourd'hui, on va accueillir Julie. Donc, Julie, qui est notre invitée aujourd'hui, qui est directrice de produits chez Finastra. C'est ça, Julie? C'est ça, bonjour à tous. Donc, Julie va nous présenter son métier aujourd'hui. Et puis pour ce live métier, en fait, on a décidé de d'abord s'intéresser à Julie avant de se pencher un peu plus sur ses missions et sur son métier. Donc, je vais avoir une première question pour toi, Julie. Est-ce que tu as toujours voulu être directrice de produit ou du moins travailler dans la tech depuis que tu es petite? Alors, pas du tout. Je crois que c'est sur ça qu'on avait décidé de commencer notre discussion. Je ne sais pas si vous voyez ma deuxième slide. Ça marche bien? Oui, on voit très bien. Ok. Oui, alors ce qu'on a discuté quand on a préparé notre discussion, c'était vraiment que pour moi, mon métier d'aujourd'hui, c'est un métier qui n'était pas forcément un métier que j'imaginais lorsque j'étais jeune. Et je disais justement à Sarah et Elisabeth que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Donc, j'ai mis sur l'écran un petit peu les idées que j'avais à l'époque, qui étaient plus ou moins des idées farfelues. Et mon idée vraiment à l'époque, c'était, je sentais bien que je voulais faire un métier qui était peut-être un petit peu scientifique, mais j'en étais pas vraiment sûre. Et puis, je voulais un métier qui me mette en relation avec, on va dire, de la nouveauté. C'était peut-être un petit peu vague, mais c'était quelque chose que je ressentais. J'avais envie de quelque chose plutôt créatif. Et donc aujourd'hui, je suis responsable d'un logiciel. Et c'est vraiment quelque chose, je ne savais même pas que ça existait en fait lorsque j'étais plus jeune. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas forcément très grave de ne pas avoir d'idées lorsqu'on est jeune. On a peut-être des affinités avec certains sujets, mais finalement, rien n'est vraiment tracé. Et puis, le système scolaire français va aussi vous aider à bouger d'une étape à l'autre. Très bien. Donc en fait, c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas toujours très bien informé, tout simplement sur la diversité des métiers qui sont possibles. Puis maintenant, en plus, la tech, ça se développe de plus en plus. Donc quand on est plus jeune aussi, on ne sait pas forcément que c'est des métiers qui sont des métiers qui existent. Et puis, c'est normal aussi de ne pas savoir ce qu'on veut faire, qu'on soit au collège, à l'université, et puis même plus tard. Il y a beaucoup aussi d'adultes en reconversion professionnelle aujourd'hui. Donc rien de dramatique. C'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, qu'on est destiné à rien, absolument pas d'ailleurs. Et du coup, toi, tu as toujours aimé les matières scientifiques. En tout cas, tu disais que tu étais destiné peut-être à des études ou à un secteur scientifique. C'est parce que c'était des matières que tu aimais au collège, par exemple? Oui, j'aimais bien les matières scientifiques, mais j'aimais aussi beaucoup tout ce qui était lecture et littérature. Donc, j'étais vraiment dans une idée de voir ce qui était possible finalement, plutôt que de moi décider ou d'avoir une décision très forte. Je me souviens, ma meilleure amie à l'époque voulait être vétérinaire, et puis elle voulait être vétérinaire depuis qu'elle avait 3 ans. Et elle savait que c'était ça, et tout ce qu'elle décidait était pour cette direction-là. Moi, absolument pas. Je me suis vraiment laissée porter. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait un collège et un lycée, tout ce qu'il y a de plus standard, dans une petite ville, pas du tout un collège particulier. J'ai passé mon bac, qui était un bac scientifique. Et ensuite, j'ai fait une classe prépa où j'ai fait des maths et de la physique. Là, j'ai senti que la physique, c'était peut-être ce que j'aimais moins. Et donc, quand j'ai ensuite passé des concours pour être dans une école d'ingénieur,
J'ai eu diverses écoles possibles et mon choix s'est plutôt porté presque par défaut, c'est-à-dire les écoles qui avaient moins de physique plutôt que par un choix particulier. Et j'ai atterri dans l'informatique comme ça. L'informatique, c'est quelque chose qui à l'époque était bien sûr déjà important, mais qui était vraiment au tout début de peut-être de devenir un sujet grand public. Et donc, j'ai fait des études d'informatique, de mathématiques toujours, et je les ai appliquées à la finance en faisant ensuite un master associé à ça. Ok, très bien. Donc, un master en finance quantitative. Tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que la finance quantitative pour quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance de ce secteur-là? Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si on essaie de l'expliquer simplement, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on a de l'argent, on va pouvoir mettre cet argent sur différents comptes, on va dire, de produits financiers ou tout simplement comptes d'épargne. Il s'agit de réfléchir un petit peu à combien cet argent ou ces produits financiers valent aujourd'hui, mais pourront aussi valoir dans le futur. D'accord. Donc, en fait, très différent de l'école d'ingénieur, en tout cas de l'informatique mathématique, où c'est un peu de la finance appliquée Disons que à ce c'est que tu disons que c'est des mathématiques appliquées à la finance. D'accord, donc c'est pas si différent que ça. Ok, très bien. Très intéressant. Et du coup, est-ce que c'est le parcours type, celui que tu as eu, pour devenir directrice de produit, ou est-ce que tu connais d'autres personnes qui ont fait d'autres choses pour arriver là? Alors, je ne dirais pas que c'est le parcours type. En revanche, je pense que pour être responsable d'un produit, on a en général une double casquette, qui est une casquette plutôt technologique. Donc, mes études en informatique sont assez utiles. Et on a aussi en général une casquette peut-être un petit peu plus métier. Donc, dans mon cas, c'est la casquette plus financière. Et c'est la réunion de la compréhension du métier et de la compréhension de la technologie qui font que le product manager, donc c'est le nom du métier en anglais, va pouvoir prendre des décisions efficaces en comprenant bien le métier et les outils informatiques qui seront nécessaires pour aider ce métier-là. D'accord, très bien. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, hein, si vous avez des questions à poser à Julie sur son métier, elle est là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Du coup, après tes études, après ton diplôme d'ingénieur et après ton master en finance quantitative, j'imagine que tu n'es pas tout de suite devenue directrice de produits chez Finastra. Oui, alors on va passer sur la slide suivante. Donc, en fait, ce que je voulais dire dans la slide suivante, c'est que une carrière ou un métier, ce n'est pas toujours forcément tracé. Moi, j'ai fait pas mal de choses avant de vraiment avoir mon premier job. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons d'être curieux et d'acquérir des expériences différentes. D'une part, je pense que le système scolaire, ou du moins le cadre scolaire, est vraiment quelque chose qui encourage aussi à découvrir des choses un petit peu hors cursus. Donc, moi, je me souviens, je faisais partie d'un petit groupe qui décidait quels étaient les livres qui allaient être achetés par le CI de mon collège. Donc, ne serait-ce que pour apprendre à travailler en groupe, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je faisais des petits concours, je ne sais pas, au niveau de ma ville, de dessin, le concours kangourou, enfin ce genre de trucs, où ça entraîne un petit peu à penser différemment et ça attise la curiosité, ou ça donne de nouvelles idées sur ce qu'on veut faire plus tard. Ensuite, donc ça c'est pour la partie, on va dire, cadre scolaire, mais je pense qu'il y a aussi dans un cadre plus personnel et professionnel où on peut aussi découvrir d'autres choses. Donc moi, j'ai travaillé en fait, dès que c'était possible, je crois que c'est à 16 ans, où j'ai fait des petits jobs. Donc j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait de la production de maïs, tout simplement. Donc c'est un travail plutôt physique et répétitif. J'ai travaillé comme vendeuse dans un magasin de chaussures. Et puis, j'ai aussi travaillé chez Air France comme hôtesse de l'air pendant quelques temps pour payer mes études. Donc, en fait, même si ces jobs-là, aujourd'hui, ils n'ont pas l'air d'être directement connectés à mon métier actuel, moi, je suis persuadée que c'est des petits boulots qui aussi m'ont construite et qui permettent d'être finalement une personne qui a différents points de vue.
Et chacun de ces métiers-là m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire et à ce que je ne voulais pas faire. Donc, par exemple, je voulais quelque chose qui amène de la créativité, qui ne soit pas très répétitif. Je voulais aussi un métier qui m'ouvre à différentes cultures. Et ça, c'est quelque chose qui est venu aussi de ces petites expériences-là avant le vrai job. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, si je peux transmettre un message important aujourd'hui, c'est de se dire qu'en fait, en travaillant et en étant curieux, c'est comme ça aussi qu'on progresse vers un métier que l'on aime et qui nous convient. Donc en fait, on commence pas forcément par des petits jobs, des premières expériences qui vont destiner notre métier plus tard. T'as pas commencé du coup dans le produit ou dans la tech, en tout cas dès le début, mais tu as fait d'autres expériences qui sont totalement différentes et finalement qui ont été peut-être tout aussi formatrices que d'autres expériences que tu aurais pu avoir. Et même en dehors, en fait, même des expériences professionnelles, tu l'as dit justement tout à l'heure, et ça, c'est intéressant, je pense, même les activités qu'on peut faire en dehors. Et là, on s'adresse aussi beaucoup aux étudiants, aux étudiantes qui nous regardent, des activités qu'on peut faire à côté de l'école. C'est quelque part aussi un peu formateur. Enfin, par exemple, même faire une activité physique, faire une activité culturelle, faire de la musique, voilà, peu importe ce qu'on fait à côté, on peut se former même au travail d'équipe, on peut, comme tu disais, devenir un peu plus curieux, curieuse au fil du temps grâce à ces choses-là, donc c'est pas à négliger. Alors, Julie, Euh, Sarah, justement, par rapport à tout ça, j'ai une petite question de Laurent qui demande si quand on fait des petits boulots ou qu'on s'engage dans des activités, donc comme toi, Julie, est-ce que c'est bien de le valoriser sur un CV? Alors moi, je pense que oui, c'est absolument bien de le valoriser, pas forcément avec la même taille, on va dire, qui est prise sur le CV pour les petits boulots. Mais je pense que si vous êtes capable de retenir en quoi ce petit travail vous a aidé et vous a construit, c'est quelque chose qui est très important. Euh, je pense par exemple que quand j'ai fait un petit boulot en tant qu'hôtesse, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais discuter avec les gens de cultures différentes. Et ça a ensuite aussi orienté certains de mes choix futurs, par exemple sur le fait que je suis partie à l'étranger pendant un moment pour aussi m'ouvrir à différentes façons de penser. Donc oui, tout petit boulot est à valoriser. Plus ou moins, forcément, il n'a pas forcément la même valorisation que certains travaux qui peuvent être très proches du métier pour lequel on postule. Mais moi, quand je recrute des personnes, je m'intéresse aussi aux petits jobs qui ont pu être faits parce que ça me donne aussi une indication sur est-ce que la personne est curieuse, est-ce qu'elle s'est motivée à découvrir des choses et ça donne aussi une indication du coup sur la personnalité et la motivation de la personne à recruter. Ok, et justement par rapport à ça, donc quelqu'un nous demande si c'est pas trop compliqué de concilier job étudiant et les études. Donc comme toi tu as fait quand tu étais au Stade de l'Air par exemple. Oui, c'est difficile, mais en fait, il n'y a souvent pas grand-chose de facile dans la vie. Donc, je pense qu'il faut bien se connaître et savoir quel est le travail qui est possible. Moi, dans certains, j'ai aussi donné des cours, par exemple, quand j'étais, donc je donnais des cours à des collégiens quand j'étais en prépa. J'avais bien casé que les cours que je donnais allaient être le mercredi après-midi et que c'est un moment que je pouvais consacrer à cette activité-là. Donc, faut être ambitieux, mais aussi savoir que c'est atteignable, sinon, bien sûr. donc en fait, il Ok. faut pas non plus forcer, quoi. Si on n'a pas le temps et que ça met aussi en péril nos études, le fait d'avoir un travail à côté, bah, à éviter bien entendu, mais ça reste formateur pour pas mal d'expériences. Et puis il y a un point quand même qu'il faudrait peut-être appuyer sur ce qu'a dit Julie tout à l'heure et qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi la personnalité, les motivations, les ambitions qui comptent beaucoup, même aujourd'hui dans le monde du travail. Hein. Julie recrute et elle va nous en parler aussi après de ses autres missions, mais un recruteur ou une recruteuse aujourd'hui va aussi beaucoup regarder la personnalité de plus en plus, donc il ne faut pas se restreindre à ce qu'on a fait comme études, etc. Et notamment quand on est en classe de troisième, qu'on fait son CV pour son stage de troisième ou qu'on est au lycée et qu'on fait un CV pour un job étudiant, on se dit mais qu'est-ce que j'écris dedans? Et ben il n'y a pas que des expériences passées, il y a aussi qui vous êtes aussi qui est important pour la personne qui va vous recruter. Très bien. Et du coup, Julie, tu nous parlais donc de voyage tout à l'heure.
Oui, donc ce que je disais, c'est que finalement, ce job étudiant a été pour moi aussi une façon de vouloir voir autre chose. Donc, mon premier vrai travail, on va dire, si on peut dire qu'il y a un travail plus vrai qu'un autre, c'est que je suis partie pour justement travailler dans du logiciel en Asie, donc en l'occurrence à Hong Kong. Au début, je suis partie pour une année, puis finalement, je suis restée 8 ans. Donc, c'est là aussi où on voit qu'il n'y a pas forcément de parcours tracé. J'ai travaillé sur différents métiers. Je pense que ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais on va dire différents métiers, différentes villes, différentes cultures. Ce n'est pas du tout pareil de travailler, par exemple, avec des collègues japonais ou avec des collègues français. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand vous entendez les voyages font de la jeunesse, ça peut paraître un petit peu une expression bateau, mais moi, je suis persuadée que c'est vraiment très, très important parce que ça vous apprend à vous adapter, ça vous apprend à avoir des points de vue différents, à respecter les autres, à écouter les autres. Et puis, lorsqu'on est seul, souvent à l'étranger, c'est aussi une façon d'apprendre à se débrouiller dans des situations ou dans des événements de vie inconnus. Donc, c'est une formation importante pour une carrière professionnelle, mais c'est aussi quelque chose qui change un petit peu votre façon de voir, y compris personnellement. Donc, moi, je vous encourage vraiment à être curieux, en fait. Donc, moi, là, je parle de curiosité culturelle. Il n'y a pas que celle-ci, il n'y a pas que les voyages, mais toute curiosité vous amènera quelque chose, vous épanouira probablement et vous amènera quelque chose pour votre travail futur aussi, très probablement. Super. N'hésite pas à désactiver le partage d'écran par moment parce que du coup, ça prend tout l'écran pour tous les participants, quand tu le peux en tout cas. Ok. Du coup, effectivement, je reviens sur ce que tu disais concernant ton expatriation. Donc, l'expatriation, c'est le fait de vivre à l'étranger, si jamais certaines se posent la question. Et ça arrive aussi qu'on parle de travailler à l'étranger pour des personnes qui sont expatriées. Donc, tu disais, Julie, que d'une part, on découvre un environnement différent, des cultures différentes. Donc ça, c'est super cool, je pense, pour n'importe qui. Mais il y a aussi l'aspect aussi, peut-être, de se former à des langues. Et je pense que ça aide aussi pas mal dans le monde du travail pour certains métiers. Je ne sais pas si ça a été ton cas. Oui, je parlais très, 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 très mal anglais quand je suis arrivée à Hong Kong. Et puis finalement, quand on est dedans, je pense qu'on apprend. Donc, peut-être, oui, apprenez mieux l'anglais que moi à l'école si vous êtes là. Aujourd'hui, il y a probablement aussi des façons d'apprendre l'anglais beaucoup plus facilement que quand moi j'étais jeune. Je pense notamment à tout simplement regarder des séries en version originale en anglais. C'est quelque chose qui probablement aide beaucoup. Mais je me souviens être tétanisée à devoir répondre au téléphone en anglais, par exemple, où je faisais répéter 3 fois la même chose. Mais finalement, on s'y fait, ça va assez vite. Et puis en plus, là, dans ton job actuel, tu utilises quand même pas mal l'anglais pour certains Oui, oui, termes. aujourd'hui, mon travail est, on va dire, 80% en anglais. Mais oui, c'est quelque chose. Après, voilà, il faut se jeter, faut jeter dans le grand bain. Et quand on sent bien qu'il faut parler anglais pour pouvoir commander un repas qui va nous intéresser au restaurant, on apprend l'anglais plus rapidement que lorsque c'est pour la prof d'anglais du collège. C'est clair, non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. En plus, aujourd'hui, il y a différentes façons de se former à l'anglais. Il y a des méthodes assez simples comme tout simplement regarder des séries en anglais, de mettre les sous-titres en français, voilà, d'écouter aussi de la musique aussi en anglais, de chercher la traduction des paroles. Après, il y a les voyages, mais bon, ça, c'est si on en a la possibilité, forcément. Mais c'est vrai que voyager, ça peut être aussi intéressant pour les langues, donc dans plusieurs pays différents selon la langue que vous voulez apprendre. Du coup, maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement en quoi consiste ton métier? Alors, Sarah, Julie, juste avant de passer à cette section, on a eu des petites questions par rapport donc, à ton parcours à l'étranger qui a beaucoup intéressé les jeunes. Donc, on a une première question de Laurent qui demande donc, est-ce que tu as des exemples concrets sur les différentes façons de travailler autour du monde? Oui. En fait, il y a plein de petits exemples. Donc, je peux vous en citer quelques-uns. Et ces exemples-là sont peut-être des exemples que vous trouverez petits, mais en tout cas, ils sont nombreux.
Il y a certaines cultures, par exemple, qui ne savent pas dire non. Donc, on peut se retrouver à devoir, par exemple, dans le cadre d'un projet, à dire est-ce que tu seras capable de livrer ce projet, je ne sais pas, vendredi soir et la personne va dire oui, parce qu'il n'est pas culturellement acceptable de dire non. Par contre, on peut poser la question qui est inverse et s'adapter et dire j'ai l'impression qu'on ne pourra pas livrer ce projet vendredi soir, n'est-ce pas? Donc, on pose juste la question dans l'autre sens et là, on aura un oui, donc on aura la vraie réponse. Donc, il y a des petits trucs comme ça où il faut s'adapter. Là, on parle de s'adapter peut-être à une culture, à une façon de penser. Lorsqu'on est une fille aussi, ça peut être quelque chose qui est pas la même chose d'un pays à l'autre. D'une certaine façon, on est quand même assez chanceuse en France d'être, on va dire, à peu près égale en termes de chance avec ce que des hommes pourraient avoir. Il y a certains pays où ce n'est pas du tout le cas. Donc, moi, j'ai eu des rendez-vous où on me demandait si j'étais accompagnée d'un homme pour pouvoir avoir une discussion. Donc, ça fait relativiser beaucoup de choses. Et donc, ça, ce sont des exemples où culturellement, la façon de travailler est différente. Il y a des pays qui font plus confiance aussi à l'ancienneté, où l'âge est important parce qu'on fait confiance on va dire, aux anciens. Donc, tout ça fait que vous réfléchissez différemment et que peut-être quand vous rentrez en France, vous faites effectivement plus confiance à ceux qui ont de l'expérience parce que vous dites que, oui, vous avez vu des exemples où c'était vraiment très important. Voilà. Vous écoutez finalement les gens différemment et petit à petit, c'est probablement quelque chose que l'être humain fait très bien, c'est s'adapter. Ok, super. Et du coup, plus particulièrement par rapport à ton voyage à Hong Kong, il y a Alison qui demande est-ce que la vie là-bas te manque pas trop depuis que tu es rentrée en France? Et également, quelles sont les grandes différences entre la vie à Hong Kong et la vie en Europe? Hong Kong, c'est une ville qui est peut-être la ville la plus européenne d'Asie. C'est une ville très cosmopolite où il y a quand même l'Empire britannique qui pendant très longtemps était présent. Donc Hong Kong, c'est une très grande ville qui bouge très très vite, qui offre plein d'opportunités à la fois de travail, de sortie, de rencontres. Donc c'était super quand j'étais jeune. Après, c'est une ville qui est plus difficile lorsqu'on vieillit. Puisque on a peut-être envie d'être un petit peu plus au calme, avec un petit peu moins de bruit. Et donc, du coup, ça, c'est pas une ville qui me manque. Par contre, chaque fois que j'y reviens, je suis toujours super contente et c'est une ville que j'aime beaucoup. Super. J'ai oublié la deuxième question. Tu as à peu près répondu à la deuxième question aussi, Okay. c'est les différences entre Hong Kong et l'Europe, mais vu que tu as dit qu'Hong Kong c'était une ville très européenne, bah, du coup ça répond un petit peu. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire très européenne, mais quand même assez proche Ok. à l'Asie. Par contre, après, j'ai vécu à Séoul et Séoul, c'est une ville qui est absolument différente de l'Europe. Et là, tout simplement, l'alphabet est différent. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est d'apprendre l'alphabet coréen pour pouvoir un petit peu se débrouiller parce que très rapidement, on est dans le métro et puis on a des caractères devant nous, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, pour le coup, c'est très, très différent. Et aussi sur la nourriture, par exemple. Donc, ce qui me manque, c'est aussi la nourriture asiatique quand je suis en France. Ok, super. Bah, merci pour tes réponses, Julie. Super, merci. Du coup, on en était à ton métier aujourd'hui là chez Finastra, qui nous explique un petit peu de façon un peu facile pour nous ce que tu fais. Oui, alors du coup, je repartage mon écran. Donc, comme Sarah et Elisabeth m'ont demandé, c'est de réfléchir à expliquer mon métier à ma grand-mère. Donc, si jamais je partage la vidéo, je fais un petit coucou à mes mamies. J'en profite. Mais mon métier aujourd'hui, en fait, c'est le métier de responsable de logiciel. Donc, en fait, lorsqu'on dit responsable de logiciel, il faut d'abord imaginer ce qui va être dans ce logiciel. Si vous réfléchissez, par exemple, aux applications mobiles que vous avez sur votre téléphone, vous avez des applications qui font des mails, des applications qui font des SMS, des applications qui font l'accès à votre compte en banque. Et donc, déjà, il faut réfléchir à ce que le logiciel va faire. Une fois qu'on a réfléchi à ce que le logiciel allait faire,
Il s'agit de développer ce logiciel, donc coder, spécifier, documenter le logiciel. Et puis, bien sûr, pour faire ce logiciel, alors, il faut des gens. Et il s'agit de diriger l'équipe qui va imaginer et développer le logiciel. Donc ça, aujourd'hui, c'est mon travail. Ce qu'on a dit pour cette discussion ensemble, c'est qu'on allait passer finalement dans chacun des piliers que je viens de vous décrire pour vous les expliquer un petit peu plus en détail. En effet, c'est vrai que quand on voit 3 points comme ça, on se dit, imaginer un logiciel, développer la solution, diriger une équipe, en fait, c'est que ces 3 points-là, qu'on travaille là. Et dans chacun des points, il y a plein de missions, on dirait. Et du coup, comment tu fais pour t'organiser dans la semaine ou par jour pour faire tout ça? Alors, ce que je vous disais un petit peu plus tôt, c'est que moi, j'aime bien le fait que mon métier ne soit pas très répétitif. Donc, je n'ai pas vraiment de semaine type. J'ai certains rendez-vous qui vont être toutes les semaines, mais sinon, ma semaine, elle est très, très différente d'une semaine à l'autre. Donc, bien sûr, j'ai des rendez-vous de suivi régulier, donc très souvent des suivis hebdomadaires. Il s'agit de rencontrer les personnes qui font le développement ou le test du produit, et puis aussi les responsables produits qui, eux, créent ce qui va être contenu dans le produit, donc dans le logiciel. Comme il s'agit de le créer, de le produire, il y a du suivi des livraisons. Et puis, on a souvent beaucoup trop de choses à faire. Donc, en fait, il s'agit de décider qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en deuxième, qu'est-ce qu'on ne fera pas. Donc, c'est le suivi des priorités. Ce logiciel, il va être utilisé par différentes personnes, ce qui veut dire que j'ai aussi beaucoup de temps de collaboration avec des équipes qui ne sont ni à la création, ni au développement du produit. Donc, ce sont des équipes qui vont aller vendre le logiciel, qui vont aller l'implémenter, qui vont répondre au téléphone lorsqu'il y a un problème sur le produit, répondre aux clients. Et donc, pour ça, c'est de la collaboration avec des collègues à moi qui travaillent sur d'autres univers, on va dire d'autres fonctions dans l'univers du logiciel. Et je pense que vous avez déjà rencontré certaines de ces personnes au cours de sessions précédentes. Bien sûr, le logiciel, il va être utilisé par des clients. Donc, il va y avoir des rendez-vous clients. Ça peut être des rendez-vous ponctuels ou ça peut être des rendez-vous pour des sujets spécifiques. Donc, ça, c'est les 2 premiers points que j'écrivais sur ma slide. Le 3e point, c'est qu'on va avoir des cérémonies agiles. Donc, ça, c'est une terminologie que vous ne connaissez probablement pas. En fait, travailler en agile, c'est une façon de collaborer, de savoir à quel moment on se parle, à quel moment on se met tous autour d'une table pour discuter, pour décider de comment on avance, et puis aussi pour faire un point sur ce qu'on est arrivé à faire. Donc, je ne vais pas trop vous expliquer ce que ça veut dire là, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le travail en équipe, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qui peut être organisé, qui peut être donc officiel via ce que j'appelle les cérémonies agiles, mais qui bien sûr aussi peut être tout simplement parce que vous avez des bonnes relations avec vos collègues et que vous allez essayer de vous organiser en bonne entente. Les 2 derniers points que j'ai écrits, c'était quelque chose que je voulais mentionner, c'est-à-dire que mon travail, il est toujours de jongler entre les sujets urgents et les sujets long terme. Sujet urgent parce qu'en fait, on a une équipe et donc du coup, on va avoir des problèmes qui arrivent. Parfois, tous les matins, il y a un problème et tous les jours, il y a un problème nouveau à régler. Mais aussi, il faut penser au long terme parce qu'en fait, on développe un logiciel et donc un logiciel, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années entre le moment où on y pense, on le développe, on le vend. Et donc, si on ne prend jamais du temps pour réfléchir au long terme, on n'avance jamais. Et donc, créer cette semaine type, c'est une semaine qui est avec du suivi régulier, avec des urgences très, très court terme, souvent pour le jour même ou pour le lendemain, et puis arriver à bien s'organiser pour garder du temps pour réfléchir au sujet long terme. Très bien. Donc, ça fait quand même un paquet de choses à faire, mais toi, du coup, tu as trouvé ce type d'organisation-là pour le faire. De toute façon, pour un métier comme le tien, il faut savoir s'organiser aussi, j'imagine, et il faut savoir prioriser les missions, donc savoir laquelle passe plus en priorité qu'une autre pour pouvoir avancer efficacement, si je comprends bien, dans tes missions. Je crois qu'on a une question, Elisabeth, c'est ça?
Oui, alors on a deux questions. Donc on a une première question de Laurent, mais qui était plus sur le développement du logiciel. Donc tu vas peut-être nous en parler plus tard. Donc c'était, est-ce que le développement se fait de manière interactive ou est-ce que vous développez complètement le produit donc, avec ton équipe, puis vous le vendez à un client? Alors, ça, on en parle un petit peu plus tard, donc plus tard, on pourra passer vite. Euh, En fait, on travaille très souvent avec nos clients pour pouvoir discuter parce que, bien sûr, si on fait quelque chose qui sert à rien, ça sera quelque chose qui ne sera jamais vendu. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver entre travailler de façon interactive et vraiment sur ce qui est attendu, mais aussi se préserver un petit peu de temps qui, lui, ne sera pas interactif parce que, comme je l'ai indiqué, parfois, il faut savoir se préserver sur du long terme, des choses qui peut-être aujourd'hui ne sont pas utilisées par les clients, mais qui plus tard deviendront importantes. L'exemple, je pense, c'est que si vous pensez à des constructeurs automobiles aujourd'hui, ils vont passer 90% de leur temps à créer des voitures, on va dire, normales telles que vous les connaissez, mais ils consacrent peut-être 10% de leur temps à réfléchir à des voitures électriques particulières ou à des voitures volantes ou à des voitures qui vont pouvoir marcher sans chauffeur, sans conducteur. Et s'ils ne le font pas aujourd'hui, ben en fait, dans 5 ans, quand ça sera le moment où les utilisateurs demanderont ça, ils ne l'auront pas. Donc, toujours balancer un petit peu. Ok. Et du coup, deuxième question donc d'Alison, mais plus sur le côté direction d'équipe, qui demande est-ce que tu t'entends bien avec ton équipe? Ah oui, je m'entends très bien avec mon équipe. euh, En fait, c'est le métier du manager qui a, je pense, enfin, cette question vient sur le métier de manager. J'avais préparé une petite présentation sur ça, donc peut-être je prends la question lorsque... Ok, super. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que pour bien travailler, il faut Ça, travailler voilà, dans des bonnes Ouais, conditions. c'est important. c'est un vrai sujet, oui. Du coup, on allait parler, donc, si je ne dis pas de bêtises, du logiciel. Tout à l'heure, on dit logiciel. Juste petite question par rapport au logiciel, pour que ça parle bien à tout le monde. Un logiciel, c'est comme Microsoft Word, PowerPoint, Zoom. On parle bien de ce type de logiciel-là, par exemple. Exactement. Donc, en fait, là, je vous ai juste fait 2 captures d'écran du logiciel pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Mais si vous réfléchissez un petit peu, ça ressemble à quelque chose qui... donc, c'est pour aider, comme on l'a dit plus tôt, à gérer votre argent, en fait. Mais forcément, c'est des personnes qui sont... Bon, c'est le travail qui le font. Et vous pouvez voir que ça ressemble un petit peu à Excel, si vous connaissez ça. Mais que ça peut aussi ressembler, par exemple, à certains sites que vous pouvez peut-être connaître pour gérer votre argent en ligne ou avoir votre compte en banque. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à des logiciels que vous connaissez, mais qui a été réfléchi pour exactement répondre au travail qui est fait sur la gestion d'actifs par les professionnels. Voilà. Donc, juste deux petites captures d'écran. Vous voyez que c'est voilà, des chiffres, en fait, qui sont mis dans des tableaux avec différents graphes qui permettent de bien comprendre quelle est la situation financière. Très bien. Oui, c'est vrai que moi, pas trop mon domaine, les chiffres. Du coup, là, je vois que des chiffres pour moi. Mais effectivement, les personnes du coup, qui utilisent ce logiciel comprennent bien de quoi il s'agit. Mais du coup, toi, en fait, tu imagines ce logiciel. C'est toi qui vas imaginer à quoi il va ressembler, comment ça va être, c'est ça? Exactement, oui. Donc, quand on dit imaginer, ça peut être imaginer un graphe, par exemple ici, qui va être intéressant pour bien comprendre où on en est. Ça peut être un calcul qui va permettre de comprendre si on a une gestion financière risquée ou saine. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu compliqué à expliquer dans cette session-là. Mais vraiment, le sujet, c'est de se dire, OK, quel va être le besoin de l'utilisateur final et comment je fais pour lui donner les outils grâce à la technologie pour que ça devienne facile. Et puis, comme on a l'habitude de tous aujourd'hui avec notre téléphone, en quelques clics, on a la réponse à ce que l'on cherche. D'accord. Donc, il faut avoir un minimum de créativité pour ça. Oui, absolument. Donc, il y a une partie de mon travail qui est assez créative et une partie qui est beaucoup plus dans l'exécution de ce qu'on a décidé de créer. Donc, la partie technique, comment on fait? Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça que quand je résumais mon métier, en fait, je disais il faut imaginer et puis il faut développer. Donc, la première partie, elle est très créative.
La deuxième, elle est beaucoup plus, elle est aussi créative, mais pas pour moi, pour les personnes qui vont développer. Il va s'agir de vraiment faire le suivi de l'exécution de ce que l'on a imaginé. D'accord, très bien. Et donc, quand tu as imaginé ton logiciel et que tu vas le développer, est-ce que tu demandes l'avis d'autres personnes de ta team ou d'autres personnes encore pour savoir si ça leur plaît, demander un avis? Oui, donc en fait, c'est très très important de demander l'avis souvent des clients. Alors quand je dis les clients, ça peut être soit des clients actuels, soit des clients futurs potentiels. Et en fait, j'avais mis un petit dessin pour vous expliquer ça. Je vais essayer de le trouver. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire qu'en fait, lorsque l'on est trop dans son bureau et qu'on ne rencontre pas donc les clients existants ou les clients futurs, parfois on peut ne pas imaginer exactement comment ça se passe dans la vraie vie. Et c'est souvent ce qui peut être vu comme étant la différence entre le design depuis un bureau un petit peu coupé du monde et puis ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc là, c'est ce que je vous ai mis sur cette photo. C'est que quelqu'un qui serait allé sur le terrain se serait rendu compte que tous les jours, il y a des personnes qui prennent des raccourcis pour aller d'un point à l'autre et que finalement, ce qui a été initialement imaginé avec des petites rues, avec des écrans, des angles droits, est quelque chose qui ne correspond pas aux besoins de l'utilisateur. Donc là, c'est un exemple qui est très visuel, mais ça peut être appliqué à plein de situations. Et c'est en discutant avec les clients actuels et futurs que l'on peut vraiment se rendre compte ce qu'est le terrain et le besoin du terrain. Ok, très bien. Donc, si on prend l'exemple, je sais pas, si tu devais imaginer un logiciel pour des élèves de lycée, par exemple, eh ben, tu irais à la rencontre des lycéens, lycéennes et des professeurs pour voir si ça leur correspond, pour identifier ce dont ils auraient besoin et leur proposer ta solution pour après bosser dessus s'il y a des choses à modifier. Absolument. Et donc, du coup, on va à la rencontre des utilisateurs. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision claire des besoins et des attentes du client, donc du client ou de l'utilisateur, ça pourrait être les collégiens, pour pouvoir améliorer les fonctionnalités qui existent ou pour pouvoir en créer de nouvelles. Et tout ça nous permet en fait de vraiment bien comprendre ce qui va être développé in fine. Donc, ce que je vous ai mis sur le côté, c'est deux petits dessins de ce qu'on fait très souvent. On dit, voilà, quel va être le profil type de mon utilisateur et qu'est-ce qu'il va faire au cours de la journée. Donc, j'imagine que si vous avez un logiciel qui vous permet de suivre votre emploi du temps, on dirait, voilà, le matin, je me connecte, je regarde mon emploi du temps, j'accède à mes documents, j'accède à la liste des choses à faire. Et tout ça, c'est ce que contient le logiciel. Super. C'est marrant parce que le métier, quand on entend directrice de produit, on assimile souvent ça au marketing seulement. Mais en fait, toi, tu as plusieurs casquettes. Là, tu fais un peu de tout quoi, sur le produit. Tu suis un peu tout le process de création d'un produit, un développement d'un produit. En fait, ce qu'il faut bien penser, c'est qu'effectivement, on a besoin de faire un petit peu du marketing. Mais si on a un bon produit, en fait, le marketing, il n'a pas vraiment besoin d'être. Les bons produits n'ont pas forcément besoin d'avoir une publicité gigantesque. En fait, d'ailleurs, peut-être certains produits que vous utilisez beaucoup, que vous aimez beaucoup, vous voyez bien qu'il n'y a pas de publicité à la télé, par exemple. Donc, il est très, très important de bien penser le produit dès le début. Si ce produit remplit parfaitement les besoins de l'utilisateur final, il n'aura presque pas besoin de publicité. Certes, il va quand même falloir un petit peu communiquer dessus, mais c'est quelque chose qui ne sera pas, on va dire, aussi... ça ne sera pas une énorme campagne publicitaire comme vous pouvez en voir à la télé si effectivement le bouche à oreille ou la satisfaction des utilisateurs convient. Donc, c'est aussi quelque chose que je voulais mentionner et qui fait partie un petit peu de mon travail, c'est de faciliter la commercialisation. Donc, moi, je ne suis pas responsable des ventes, je ne suis pas responsable de la commercialisation en tant que telle. En revanche, je peux aider à cette vente. Et alors, comment on peut aider? On peut aider en créant des prospectus, donc c'est presque des
des petits textes qui expliquent pourquoi on est les meilleurs, pourquoi il faut nous acheter. Je peux travailler avec la presse pour faire des articles et que dans la presse, on puisse comprendre pourquoi notre produit est bien. On peut parler du logiciel sur les social media, par exemple sur LinkedIn. On peut participer à des ateliers pour expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi c'est mieux, pourquoi ça sera innovant, par exemple. Participer à des conférences. Et puis aussi, il s'agit de faire des formations parce que si les gens savent utiliser votre logiciel, ben forcément, il sera mieux utilisé et plus souvent utilisé. Donc, le travail de développer de la solution, c'est d'être un petit peu l'ambassadeur de ce logiciel puisque si on le crée bien, on le développe bien et on l'explique bien, c'est la meilleure façon pour que ce logiciel soit un succès. J'adore l'aspect pas besoin de marketing si le produit est déjà bien. Mais c'est vrai, en fait, la qualité, finalement, si on croit en son produit, qu'on sait qu'il a une utilité, qu'on croit en ce projet-là, le marketing à côté, c'est une option. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de marketing du tout, mais ce que je veux dire, c'est que le marketing est plus facile, en fait. Oui, bien sûr, tout à fait. Je crois qu'on a pas mal de questions. Ouais, on a plusieurs questions donc, sur tout l'aspect collaboratif de ton travail, Julie. Donc, on a une première question d'Alison qui te demande si tu aimes le contact avec les clients. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien le contact avec tout le monde, en fait. Et du coup, pour la même question, donc elle te demande également comment tu as acquis ces compétences relationnelles. C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement. En fait, je pense que je pense qu'en fait, en parlant avec les gens, on apprend toujours quelque chose. En fait. Donc, si on est capable même si on n'aime pas une personne, on va dire humainement, mais qu'on est capable de voir dans cette personne qu'elle peut nous apprendre quelque chose, c'est toujours une opportunité pour nous, en fait. Donc, petit à petit, on crée cette relation et une relation, ça va vraiment dans les deux sens. Donc, c'est aussi en étant soi-même sympathique, fiable, que la relation va pouvoir se construire dans le long terme. Ok, super. Autre question, encore une fois, donc sur l'aspect collaboratif, mais cette fois de Laurent, qui te demande comment ça se passe une fois que vous avez récupéré toutes les demandes et les besoins du client pour l'élaboration du projet. Est-ce que vous faites un brainstorming? Est-ce que vous travaillez avec du mind mapping, par exemple? Oui, alors en fait, une fois quand on réfléchit au logiciel, donc c'est peut-être pour la slide suivante, lorsqu'on réfléchit au logiciel, en fait, on réfléchit bien sûr à ce que les clients nous demandent, mais ce n'est pas seulement ce que les clients nous demandent, c'est aussi ce que nous, on sent. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, des voitures autonomes sans chauffeur. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, les clients ne demandent pas. Lorsqu'ils vont dans un magasin pour acheter une voiture, ils ne vont pas demander au vendeur de voitures vendez-moi une voiture autonome. Donc, il faut toujours trouver un bon équilibre entre ce que le marché aura besoin dans le futur et ce que la clientèle actuelle a besoin. Et donc, ça fait partie de l'étape d'imagination du logiciel. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer comme étant un des éléments importants de mon travail. Lorsqu'on imagine ce logiciel, en fait, on va devoir choisir parce qu'on ne peut pas prendre tout ce que l'utilisateur veut. Donc, on va faire une étude de marché. Une étude de marché, ça va être voir ce que fait la concurrence, voir ce que l'actualité ou le marché va donner dans le futur, quels sont les besoins et les problèmes que tout le monde rencontre et qui n'ont pas encore de solution, et puis les besoins utilisateurs. Donc, c'est en mélangeant ces différents points que l'on va se faire une idée de ce qui serait important aujourd'hui, soit pour vendre plus à nos utilisateurs existants, soit pour attaquer un nouveau marché. Mais en fait, même si on a toutes ces idées, il s'agit après de les mettre en perspective de ce que ça peut coûter et de ce que ça peut rapporter. Donc là, c'est d'essayer de faire des prévisions financières. Donc dire, voilà, par exemple, si je dépense tant d'argent ou tant de temps à développer ce logiciel, voilà combien j'estime que je pourrais faire de ventes plus tard parce que je sais qu'il y a tant de clients potentiels, par exemple, pour tel prix. Donc, c'est un travail qui est quand même assez analytique, presque scientifique. Il ne s'agit pas seulement de brainstormer, il s'agit aussi d'avoir des critères factuels qui permettent de prendre cette décision de ce qui va dans le logiciel.
Ok, super. Et est-ce que du coup, toujours une question de Laurent, il t'arrive parfois d'être obligé de dire à certains clients que des idées ne sont pas possibles à réaliser? Oui, absolument. Alors, parfois, elles ne sont pas possibles. Je peux reprendre l'exemple des voitures. Je pense que Renault n'a pas de voiture volante, mais a peut-être un prototype de voiture sans chauffeur. Donc oui. Et puis, parfois aussi, c'est parce que c'est quelque chose qui va amener un tout petit avantage au logiciel, mais qui va coûter très, très, très cher. Donc, il s'agit aussi de prendre ce recul-là. Donc, c'est pour ça que dans mon dessin, j'ai mis une sorte de truc, un équilibre, parce que c'est toujours un équilibre intéressant à trouver entre ce qu'on décide de faire, ce que ça va coûter, ce que ça va rapporter. Et quand je dis coûter et rapporter, c'est du temps, c'est de l'argent, ou ça peut être tout simplement rapporter une satisfaction, quelque chose de plus agréable. Et donc, il faut avoir une analyse scientifique pour arriver à mélanger toutes ces informations-là et à décider. Ok, super. Très bien. Alors, Et tout à l'heure, tu allais nous parler un peu de ton autre casquette dans ton équipe, donc qui est de diriger, manager ton équipe. Oui, alors je vais passer. Du coup, on a fait 3, 2, 1. Maintenant, on va faire 1. On a en fonction des questions. C'est très bien. Donc, en fait, diriger une équipe, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas vraiment d'école, hein, je pense, mais c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain, qui s'apprend aussi dans des livres, mais je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas au collège. Vous pouvez apprendre à travailler en équipe, probablement en faisant des activités extrascolaires ou scolaires. Mais la direction d'une équipe, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui n'est pas très scientifique pour le coup. Donc, on ne peut pas se dire je dirige comme ça et avoir une sorte de façon unique de diriger. Diriger une équipe, en fait, c'est de réfléchir à comment on rend l'équipe responsable de sa réussite. Donc, ce n'est pas seulement la diriger, c'est donner tous les moyens pour que cette équipe réussisse. Donc, c'est l'aider, lui faire confiance pour que cette équipe soit responsable de sa propre réussite. Donc, c'est ça qui est assez difficile à comprendre, mais c'est faire confiance en déléguant et déléguer suffisamment tout en étant capable aussi, dans certains cas, quand ça devient compliqué, de surveiller et d'être un petit peu moins dans la délégation. Diriger une équipe, et c'est le second point, c'est penser stratégiquement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à expliquer la vision d'ensemble à toute une équipe. Et cette vision d'ensemble, il faut qu'elle puisse parler à toute l'équipe, que chaque personne de l'équipe comprenne quelle est l'étape que la personne doit faire pour que la vision d'équipe soit remplie. Chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. Donc, il faut arriver à expliciter cette vision d'ensemble, parce que si tout le monde voit, par exemple, qu'il faut traverser la falaise, comme je l'ai mis sur l'image, tout le monde peut s'organiser et dire, bon, ben, toi, tu vas passer comme ça, moi, je vais soutenir le chemin. Et c'est très important de donner la vision de on passe de l'autre côté, par exemple. Diriger une équipe, c'est aussi l'aider. C'est pas seulement leur dire il faut faire ça, c'est aussi aider sur les problèmes que l'équipe rencontre. Parfois, c'est des petits problèmes, parfois, c'est des grands problèmes. Mais c'est aussi se dire qu'une équipe, elle doit grandir. Donc, quand on parle de carrière, c'est pas seulement ma carrière dont on parle, enfin, en l'occurrence, c'est ça aujourd'hui, mais c'est de se dire, si on veut tous grandir et tous réussir, comment chacun va faire grandir sa personnalité et sa carrière. Donc, c'est être un petit peu le catalyseur de cette réussite d'équipe. Et puis, le dernier point, c'est le point que je crois qui était la question d'Alison, si je me souviens bien. C'est est-ce qu'il y a besoin de beaucoup collaborer et discuter? Oui, il faut beaucoup communiquer, il faut écouter, il faut être attentif. Donc ça, c'est de la communication de l'équipe, mais aussi celle qui vient du manager, c'est d'expliquer pourquoi on fait les choses, d'influencer une décision, de donner des idées. Et donc le rôle de manager, c'est un rôle qui est difficile à expliquer scientifiquement, mais c'est un rôle qui est là pour faire en sorte que tout le monde réussisse. Et pas seulement le manager. Super. Et en fait, j'ai l'impression que chaque point ne va pas sans l'autre. Ils sont tous très importants, on dirait. Oui, c'est très important, oui. Donc en fait, diriger une équipe, c'est pas seulement. Parfois, on a tendance à se dire diriger, c'est commander, c'est être le chef, voilà. En fait, c'est oui, être le chef
du projet, de l'équipe, dans le sens où on orchestre un peu les choses, mais finalement, c'est du travail quand même très collaboratif. Si on veut que ça se passe bien, il faut qu'il y ait une bonne communication, comme tu dis. Il ne faut pas être le petit chef autoritaire avec ses collègues, etc. Il faut rester humain, j'ai l'impression quand même, et puis toujours penser forcément aux objectifs, aux performances, mais essayer de consolider un peu l'ensemble de ces choses-là. Et peut-être que c'est important de le préciser pour peut-être les idées reçues qu'on peut avoir sur un manager ou une manageuse du coup. Et toi, juste, est-ce que tu pourrais nous rappeler, Julie, combien de personnes justement tu manages? Moi, j'ai une équipe qui fait à peu près une centaine de personnes. Mais donc, en fait, ce n'est pas chaque personne dont je vais être le manager, c'est que je vais organiser mon équipe pour avoir des personnes qui vont manager d'autres équipes. Donc, il s'agit aussi de trouver la bonne structure d'organisation pour faire en sorte que chaque personne à son niveau transmet la bonne information et s'organise de la bonne façon. C'est énorme quand même quand on dit comme ça. Ça fait beaucoup, mais effectivement, quand tu, entre guillemets, délègues un petit peu et que tu laisses la responsabilité à d'autres personnes de regarder si tout se passe bien, mais toi, en fait, tu as quand même une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans ton pôle, tu es obligé pour que ça se passe bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on peut imaginer ça comme un travail de chef d'orchestre, où on peut se dire qu'en fait, il va y avoir dans un orchestre symphonique certaines personnes qui vont être responsables des percussions, d'autres personnes qui vont être responsables des cordes, etc. Et il faut que chaque groupe s'entende bien, que chaque groupe collabore bien pour qu'il n'y ait pas de fausses notes, en fait. Très intéressant. On a passé quelques slides un petit peu tout à l'heure parce qu'on a fait en fonction des questions, mais c'est vrai qu'on voulait quand même un peu éteindre le préjugé aussi qui arrive parfois dans la tech, dans le domaine de la tech, c'est que parfois on se dit que c'est des métiers qui sont solitaires, on travaille un peu seul. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu nous as expliqué un peu le contraire, Julie, dans l'émission. Alors, je pense qu'il y a du temps solitaire parce qu'il y a du temps créatif, de réflexion, il y a du temps où il faut écrire un texte, coder un programme. Donc, il y a du temps solitaire, mais quand on est trop solitaire et qu'on fait des choses seul, en fait, on n'arrive à rien. Et c'est l'équipe ensemble, en collaborant, qui arrive à déplacer la montagne, en fait. Mais sinon, c'est vraiment une alternance de temps solitaire et de temps d'équipe. Et le temps solitaire sert l'équipe et vice-versa. Super. Merci Julie. Mine de rien, le temps file. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions à poser dans le chat. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé vous. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment, Julie, à parler un petit peu. Oui, bien sûr. Mais j'espère vraiment que... attendez, je vais arrêter le partage. J'espère vraiment que ça vous a un petit peu décomplexé de ne pas savoir peut-être ce que vous voulez faire pour votre stage de troisième, parce que ce n'est pas forcément un gros problème de ne pas savoir vraiment ce qu'on veut faire. Par contre, réfléchir à mettre tous les éléments de votre côté pour avoir un travail qui vous épanouit. C'est être curieux, c'est travailler dur. C'est tenter des choses. Si ça rate, c'est pas grave, vous saurez que c'est pas pour vous. Et voilà, je vous souhaite un bon stage de troisième. C'est super, un super message, hein, je trouve. Et vraiment, je répète un peu ce que dit Julie, mais quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, vraiment, c'est pas grave. Faut pas s'affoler. Et peu importe l'âge qu'on a, hein, parce que encore une fois, on voit même des adultes aujourd'hui qui ont 40 ans, 50 ans et qui changent de métier. Donc, comme le disait Julie, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, puis d'avoir des ambitions aussi, en tout cas de chercher des ambitions, d'ouvrir sa curiosité, chercher des choses. Un stage, là, on parle de stage de troisième, c'est pas parce qu'on a fait un stage de troisième dans tel endroit que ça veut dire que ça va être notre métier plus tard. On a toujours le choix pour changer d'avis. Et pareil aussi, hein, si vous êtes lycéen, lycéenne, étudiant, étudiante, c'est aussi le cas. On a la possibilité de changer de cursus, de se former aussi tout au long de notre parcours, même quand on est salarié. Donc voilà, ne pas se mettre de frein, en tout cas, je pense que c'est le message important. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup, Julie, pour ta participation. Avec plaisir. Merci aussi, Elisabeth. Merci Elisabeth, elle a envoyé des bonnes définitions dans le chat, on l'a pas vu. Merci à toutes les deux pour l'animation de la session, c'était super. Et puis, bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée.